Bonsoir, lundi 3 février, début d'une nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Bienvenue dans ce journal, voici les titres. Un week-end dédié sport féminin toujours pour plus d'égalité et lutter contre les discriminations. À cette occasion, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines accueillait une journée autour du cyclisme samedi. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, était présente. Cet événement aura lieu en septembre prochain. Le festival Pulsation est bien confirmé à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. La convention de ce rendez-vous artistique et solidaire a été signée ce matin. Et une avant-première ce soir au Ciné 7 à Elancourt, celle de la dernière vie de Simon, l'histoire fantastique d'un enfant cherchant une famille. Il s'agit du premier long métrage de Léo Carman, jeune réalisateur de Morpa, passé par l'école 3IS. Et puis ce qu'il faut retenir de l'actualité sportive du week-end à suivre dans cette édition. Mais d'abord, j'accueille ma première invitée, c'est Martha de Cidrac. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice Les Républicains des Yvelines. Alors on parle avec vous de ce texte qui vient d'être adopté au Parlement. Ultime vote au Sénat qui a eu lieu jeudi dernier. C'est la loi anti-gaspillage pour une économie solidaire, circulaire, on précise bien le terme. Solidaire aussi, mais et solidaire, oui. C'est peut-être aussi l'objectif de ce texte. Vous avez porté ce texte, Martha de Cidrac, en étant l'un des rapporteurs au Sénat. Déjà de voir aboutir cette loi après plusieurs navettes parlementaires, qu'est-ce que ça vous fait ? Alors écoutez, une réelle satisfaction pour plusieurs raisons. D'abord parce que dès le début, au Sénat, nous nous sommes attelés à ce texte avec beaucoup de rigueur, de sérieux et puis j'ai presque envie de dire de passion par moment. Et aussi parce que la deuxième raison, c'est que beaucoup annonçaient une commission mixte paritaire non conclusive. Or, elle a été conclusive et non seulement conclusive, mais conclusive à l'unanimité. Cela signifie qu'à un moment donné, lorsque le texte a été examiné à la fois chez nous, à la fois à l'Assemblée, sénateurs et députés se sont réunis au sein de la commission mixte paritaire et nous l'avons voté complètement tous ensemble avec aucune voix de discordance au moment du vote. Et donc ça, je crois que c'est un message fort. Ça veut dire que la volonté du Sénat, puisque nous l'avons énormément amendé, j'ai beaucoup porté de certaines modifications, certains enrichissements avec mes collègues sénateurs, et cela n'a pas été détricoté. Et oui, aujourd'hui, nous sommes à la fois soulagés, à la fois satisfaits. Oui. On peut parler d'une petite révolution avec ce texte de loi ? Révolution, non, parce qu'il faut rester modeste et humble en matière d'environnement. Beaucoup de choses restent à faire devant nous, mais je crois que grâce à ce texte-là, un certain nombre de jalons et d'exigences sont clairement posés. Et on ne pourra pas dire, écoutez, on ne savait pas, on ne sait pas trop comment faire. Là, maintenant, il y a des choses et des voies qui ont été ouvertes. À nous, maintenant, de les faire prospérer et je dirais d'aller peut-être un peu plus loin par la suite, en effet. On va détailler les objectifs dans un instant. Ce qu'elle va changer concrètement dans le quotidien des Français, cette loi ? Alors, ça ne se verra pas forcément automatiquement. En revanche, vous avez dû déjà le voir d'ailleurs, ne serait-ce que dans les publicités aujourd'hui que l'on voit, dans les médias, à la télévision, on parle maintenant beaucoup d'économie circulaire, de plutôt réparer que de jeter. Donc on voit quand même que le message commence à passer, puisque c'est exactement ce type de choses et de dispositions que nous avons introduit dans la loi. Et donc ça, c'est quelque chose quand même qui est assez positif vis-à-vis du consommateur. Mais nous avons tout un volet qui est véritablement à destination des consommateurs que nous sommes, vous et moi, et qui nous permettront d'avoir un peu plus un regard, je dirais, responsable, et puis en connaissance de cause. Lorsqu'on achète un objet, on saura si on peut le réparer, pas le réparer. A-t-il été fait avec des matériaux recyclés ou pas ? Et donc, à partir de là, on ne pourra pas dire « Ah écoutez, moi j'ai acheté un truc en plastique, je pensais que c'était vertueux. » Non, puisque vous aurez toutes les informations, vous ne pourrez pas dire « Je ne savais pas. » On peut voir par exemple dans les fast-foods, dans les premiers contenants en plastique disparaître, peut-être un premier pas qui va s'accompagner de d'autres dans cette loi. 5 grands objectifs, notamment sortir du plastique jetable avec cet objectif qui est fixé d'ici à 2040 de faire du zéro plastique jetable. Est-ce que c'est atteignable ? Alors oui, je pense que c'est atteignable et je crois que les industriels, contrairement à ce qu'on peut entendre aussi ici et là, en ont parfaitement conscience. Donc on le voit bien, moi dans les entretiens, dans les échanges, dans les auditions que j'ai pu avoir, cette prise de conscience existe du côté des industriels. La question qui se pose à nous, c'est à quelle vitesse y aller ? 2040, vous vous souvenez, lorsque cela a été voté donc à l'Assemblée puis chez nous, en fait, ce 2040 a paru lointain pour certains, trop proche pour d'autres, mais je crois que c'est déjà bien d'avoir une échéance parce que ça nous obligera, ce que je vous disais en préambule, quand même d'avancer dans le bon sens.
Et tout ça, ça passe aussi par un autre objectif, c'est l'un des autres objectifs de cette loi, de mieux informer les consommateurs. C'est vrai qu'on a du mal à s'y retrouver sur ce qu'il faut acheter, ce qu'il faut trier. Mieux informer, ça c'était un objectif aussi important à apporter dans cette loi. Oui, puisque le texte initial comportait 13 articles, aujourd'hui il en comporte 131. Donc ça vous donne une idée un petit peu de l'enrichissement de ce texte-là, pour l'essentiel qui est le texte du Sénat, puisqu'il est arrivé chez nous en première lecture. Donc de ce point de vue, en tant que sénatrice des Yvelines, vous comprenez bien que je suis assez satisfaite aujourd'hui. Toutefois, ce qui est important vis-à-vis du consommateur aussi, c'est que dans ce texte, initialement, il ne s'intéressait qu'à l'aval. C'est-à-dire une fois qu'un objet que vous avez acheté devenait déchet, on essaie de le recycler, etc. Nous, on s'est beaucoup intéressé aussi à l'amont, c'est-à-dire justement ce que vous évoquez à juste titre, la responsabilité du consommateur, puisque nous avons introduit à la fois des fonds de réparabilité, de durabilité, enfin un certain nombre de dispositions, de dispositifs, et de grands volets d'information du consommateur, et notamment autour du tri. Informer aussi, j'imagine, parmi les plus jeunes, ça peut favoriser le fait de moins gaspiller aussi. Oui, tout à fait. Moi, je crois beaucoup à notre jeunesse, je crois beaucoup à nos jeunes qui nous poussent. Ce sont de véritables tireurs d'alerte. Donc, de ce point de vue, c'est important. D'ailleurs, moi, j'ai décidé cette année, je vais aller m'inviter dans les lycées et les collèges pour essayer de partager avec eux tout ce que ce texte-là peut apporter. Mais j'ai presque envie de dire, on peut même aller plus loin. Vous voyez, là, vraiment, on a des bases très modestement placées, mais qui sont très concrètes et qui nous permettront d'aller plus loin tous ensemble, collectivement. Et ça, j'y crois beaucoup. Alors, dans les objectifs, il y a mieux produire. Je voulais évoquer un dernier objectif, il nous reste 1 minute dans cet entretien, c'est de lutter aussi, d'agir contre l'obsolescence programmée. On sait qu'un foyer français a en moyenne 99 appareils électriques ou électroniques chez lui. Plus d'1 million de tonnes de ces appareils sont jetés chaque année. Il y a aussi quelque chose à faire sur ce point de vue-là ? Oui, tout à fait. Et donc, ça a été introduit. C'était déjà dans la feuille de route de l'économie circulaire. Donc, la loi a permis de justement préciser un certain nombre de choses autour de cette obsolescence, qui, comme vous le dites, est un véritable fléau, et puis aussi de pouvoir réparer parfois des objets que aujourd'hui on a tendance à jeter pour acheter du neuf, parce qu'on se dit finalement ça me revient presque moins cher de racheter du neuf. Or maintenant on va pouvoir sur un certain nombre de nos objets les réparer avec le fonds de solidarité. Ça nous permettra, donc vous voyez de la solidarité dans le texte, ça nous permettra de compenser en fait l'écart de prix qu'il peut y avoir entre achat neuf et réparation. Merci Martha de Cidrac d'être passée en plateau, sénatrice Les Républicains des Yvelines, rapporteur du texte sur la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Et ce texte, je précise, qui vient d'être tout juste adopté définitivement. Dans la page politique, les élections municipales, premier tour au programme le 15 mars prochain. Emploi, réussite scolaire, sécurité. Voici les thèmes abordés à l'occasion du lancement de campagne de la candidature Engagement Trappe Citoyen vendredi. Elle est menée par un duo, Othman Nasrou comme tête de liste et Mustapha Larbaoui. Le reportage de Mélanie Poquier et de Manon Varaldo. Engagement, Trappe Citoyen, liste d'union locale menée par Mustapha Larbaoui avec comme tête de liste Othman Nasrou, présentent leur campagne avec un programme autour de 10 engagements, parmi eux la réussite scolaire. Je défends la même idée, le retour à la semaine de 4 jours, nous le ferons avec les parents d'élèves dont on a toujours été solidaires. Il faut qu'à Trappes, on ait les mêmes chances de réussir qu'ailleurs. Autre préoccupation, la N10 qui coupe cette ville et le bruit routier auquel plus de 8% des trappistes sont exposés. Le candidat trouve que le projet d'enfouissement de la N10 n'est pas abouti. Je propose aussi de faire évoluer ce projet, par exemple avec des enrobés phoniques sur la Nationale 10. Là aussi, la région Île-de-France, dans laquelle je siège, a financé des projets de ce type-là, notamment à La Haye-les-Roses, et les résultats sont extrêmement bons. On divise le bruit par 4. Parmi ces autres propositions, la création d'une police de proximité au service des habitants 24 heures sur 24. Actuellement, il existe une police municipale composée seulement de 8 agents qui ne fonctionnent que la journée. C'est une intention ferme de ma part. Renforcer la police municipale, on triplera ses effectifs, il faut qu'on arrive à une police municipale de 30 agents et puis nous renforcerons la vidéoprotection autour notamment des écoles et des commerces. Othman Nasrou, élu vice-président de Saint-Quentin en Yvelines en charge du développement économique depuis 2019, souhaite baisser le taux de chômage à Trappes qui est de 19% contre 12% sur Saint-Quentin en Yvelines. La proposition que je fais aujourd'hui sur la question de l'emploi, elle est simple, c'est de proposer aux trappistes 1000 formations professionnelles qualifiantes qui débouchent sur des emplois, des formations de courte durée dans les métiers en tension. Le programme de la liste Engagement Trappe Citoyen est aussi présenté dans un livret de 31 pages.
Direction Manille-les-Hameaux à présent pour connaître les enjeux des municipales dans la commune, désenclavement, problèmes de circulation ou encore potentiel agricole. On fait le point avec Mélanie Poquet. À cheval sur le parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse et l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, Manille-les-Hameaux a une double identité, rurale et urbaine. Une commune de 9 491 habitants répartis en 7 hameaux et sur 16 km². Un isolement géographique qui pourrait s'améliorer grâce à l'augmentation de lignes de bus ou le développement de pistes cyclables. Pour quitter ou accéder à Manille-les-Hameaux, 2 routes départementales qui posent problème. La 91 passant par Voisins-le-Bretonneux, rapidement encombrée en heure de pointe et source de conflits entre les 2 communes en octobre 2018. Côté Châteaufort, la 938 est tout aussi impactée. A été envisagée un temps la réouverture du chemin vicinal 7 fermé en octobre 2000 par Nicolas Abou, maire de Montigny-le-Bretonneux. Après la fermeture des jardins de Cocagne en 2015, la question du passé agricole de la commune s'est posée. La ferme de Buloyer, destinée dans un premier temps à être vendue, ne le sera finalement pas. Saint-Quentin en Yvelines a donné son accord en 2019. Un projet de pérennisation agricole, de formation, de tourisme et d'insertion est en cours. La ferme de Gomberville a été achetée à sa propriétaire par l'agglomération. Celle de la Closeraie accueillera bientôt une chaîne de transformation de laine. Le marché de Manille-les-Hameaux est un souhait de nombreux habitants. Marché couvert ou marché de plein vent, le projet est pour le moment au point mort. Un appel lancé auprès de prestataires franciliens en 2018 s'est soldé par un échec. Une nouvelle tentative a été lancée auprès des commerçants en juillet 2019 et sa place fait aussi débat. Et d'ailleurs, si ce n'est pas le cas, vous avez encore quelques jours pour vous inscrire sur les listes électorales. Date fixée à vendredi. La date limite est fixée à vendredi. Sont concernées notamment les personnes ayant déménagé récemment dans une autre commune. Inscription à faire soit directement en mairie, soit sur internet www.service-public.fr. Il vous faudra vous munir d'une pièce d'identité en cours de validité et d'un justificatif de domicile. Il a choisi le dernier jour du mois de janvier pour souhaiter ses vœux à Villepreux. Le maire Stéphane Mirambeau conduisait la cérémonie vendredi dernier au gymnase Alain Mimoun. L'élu en a profité pour mettre à l'honneur une conseillère municipale pour son engagement dans la commune depuis de nombreuses années. Le premier magistrat de la ville est également revenu sur les grands projets menés ou entamés en 2019. C'est au micro d'Aurélie Ronze. Il y a eu la livraison au début de l'année du gymnase du Moulin et il y a un sujet qui est vraiment le plus important, c'est la construction de l'école. Le groupe scolaire est vraiment attendu dans les quartiers de Creed-Lodge. On a eu 1 an de retard vu qu'il y a eu des soucis avec certaines entreprises. Là, il y a une énorme attente. Les gens veulent absolument que le groupe scolaire ouvre pour le mois de septembre. C'est une attente vraiment extrêmement forte et je suis ravi. On a tout donné et le groupe scolaire ouvrira bien en septembre prochain pour les enfants de ce nouveau quartier. Autre cérémonie de vœux, vendredi, c'est la cérémonie de vœux de la députée de la 10e circonscription des Yvelines, Aurore Berger. Je vais y arriver, c'était à Coignères. Plus de 150 personnes réunies en intersyndicale ont profité de la présence de la parlementaire, porte-parole de la République En Marche, pour faire entendre leur voix. Opposition au projet de réforme des retraites examiné à l'Assemblée nationale à partir du 17 février. Les manifestants, rejoints par une trentaine de gilets jaunes, ont bloqué la Nationale 10 pendant quelques minutes avant d'être délogés par la police sans incident. L'actualité du jour, c'est la signature de cette convention. Ce lundi matin, le festival Pulsation, pensé par Animasos, sera bel et bien organisé à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines en septembre. La convention entre l'association et la direction du lieu a été signée ce matin. Animasos doit maintenant réfléchir aux points techniques et financiers avant de recevoir ses festivaliers à la rentrée de 2020. Mathilde Demy. C'est maintenant acté. Le festival Pulsation sera organisé à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines le 26 et 27 septembre 2020. L'heure est maintenant à la réflexion pour trouver des partenaires, mais aussi des artistes pour créer la programmation. L'idée maintenant, c'est donc d'aller construire complètement le festival, donc terminer la programmation musicale, préparer tous les aspects techniques, logistiques, sécuritaires évidemment du site, pour que le festival puisse se tenir dans les meilleures dispositions pendant les 2 journées du 26 et du 27. Une plus-value pour l'île de loisirs qui accueillera les festivaliers fin septembre suite à la signature de la convention. Elle montre notre volonté de développer sur cette île de loisirs les opérations culturelles pour le grand public. Réfléchir aux contraintes de la météo, respecter le milieu environnemental du parc ou mettre en place un système de sécurité,
Ce sont les points techniques encore à voir avant que le festival Pulsation ne s'installe à Saint-Quentin en Yvelines. On parle d'un film à présent qui sera en salle ce mercredi, La dernière vie de Simon, et c'est réalisé par vous, Léo Carman. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes passé par 3IS, l'Institut international de l'image et du son basé à Elancourt. Vous êtes originaire de Morpa et vous présentez votre film ce soir en avant-première au Ciné 7 à Elancourt. C'est à 20h30. Bonsoir Luc Bocan. Bonsoir. Vous êtes le directeur du cinéma. Alors un petit pitch déjà pour commencer, c'est l'histoire de Simon, 8 ans, qui est orphelin et qui rêve d'avoir une famille. Et Simon a un pouvoir particulier. Il peut prendre l'apparence de toutes les personnes qui l'ont touché. Je m'arrête là pour le pitch. Que lui a touché en tous les cas. Et que lui a touché. Ouais. On s'arrête là pour le pitch, on n'en dit pas plus. Ouais. Et pour se faire une idée, on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Ce que je vais vous montrer, je n'ai jamais montré à personne. C'est quoi? Il faut me promettre qu'après ça, je deviendrai votre frère de sang même si vous trouvez ça bizarre. On promet. On promet. Voilà. Voilà pour cet extrait, Léo Carman. Pourquoi raconter cette histoire, celle de cet orphelin qui a ce pouvoir particulier? En fait, avec Sabrina Beccarine, la co-scénariste du film, on avait envie de faire un cinéma qui ressemble au cinéma avec lequel on a grandi, quoi. Le cinéma des années 90 américain, Spielberg, Cameron, Zemkis. Ce cinéma où on passe 2 heures dans la salle à rêver, à passer par plein d'émotions, à des émotions de ventre. Et puis, c'est des histoires c'est pas l'histoire de notre voisin de siège, quoi. C'est vraiment des histoires un peu extraordinaires. Et puis, quand on sort de la salle, après, on réalise que c'est en plus une histoire qui nous parle de notre vie. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme histoire qui puisse être dans ce genre de cinéma, mais faisable en premier film en France. Et voilà, et on a eu l'idée de ce garçon qui avait ce pouvoir particulier. Voilà. Et vous... plusieurs acteurs qui jouent le même rôle, ça va être trop cher, quoi. Et vous parlez de Spielberg. L'écran fantastique a dit justement du film que Spielberg a de nouveaux cousins français, hein, en parlant de votre film. Quand on entend ça, est-ce qu'on est fier ou est-ce qu'on est paniqué à l'idée d'avoir cet héritage, l'héritage de Spielberg? Non, on est évidemment fiers, on est évidemment hyper contents d'avoir cette comparaison incroyable. Après, c'est pas nous qui la faisons, c'est eux, et on est ravis que ça leur plaise. Non, comme c'était vraiment la référence et que c'est le cinéma avec lequel on a grandi, on est ravis d'y être comparé en tous les cas, bien sûr. Luc Bocan, est-ce que vous avez vu le film? Oui, nous on a eu. Vous en avez pensé? J'aime énormément, et je le disais à Léo en attendant. Tout à l'heure en vous attendant, sans aucune flagornerie, vraiment, c'est un très très beau film, c'est un premier long métrage comme Léo vient de le dire, c'est impressionnant quand même de virtuosité et l'histoire est très très forte. Je l'ai vu avec mes collègues, je me souviens à l'époque où le film n'était pas encore fini. Et il n'y avait pas de générique de fin, si ma mémoire est bonne. Hein. Et c'est vrai qu'on est resté scotché, on est sorti de la projection, on était tous, d'ailleurs on était assez nombreux, il y avait ton père, ta mère qui était là aussi, je me souviens très bien, et on était tous vraiment très 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 agréablement surpris. C'est un très très beau film. Et de l'avoir en avant-première, c'était important pour le Ciné 7? Oui, bien sûr. Alors ça c'est le compagnonnage, on va dire presque la famille, avec la famille Carman, avec... Catherine, je disais à Léo, Catherine Olson qui jouait, qui chantait du jazz pendant les festivals Polar il y a 10-15 ans au Prisme. C'est la rencontre avec Sam, que je connais depuis longtemps aussi, qui a toujours été là pour nous soutenir, pour nous aider, avec Catherine aussi, voilà. Il a toujours répondu présent à chaque fois que je l'ai invité, il est venu avec son caractère, avec ce qu'il a à dire, avec sa franchise que j'aime beaucoup, voilà. Et puis maintenant c'est Léo, donc Léo, premier long métrage, donc il me paraissait absolument naturel de soutenir ce film, et c'est d'autant plus agréable de le soutenir qu'il est très bon. Et justement, le fait de le présenter en avant-première à Elancourt, le lieu où vous avez étudié, vous êtes passé par l'école 3IS, vous êtes aussi originaire de Morpa. Est-ce que ça vous tenait à cœur? Ça revêt un caractère particulier? Évidemment. En plus, même, c'est le cinéma dans lequel j'allais avant même d'être étudiant à 3IS, quoi. C'est le cinéma de toutes mes premières émotions de cinéphile, quoi. Je me souviens de la file d'attente interminable pour aller voir Harry Potter. C'était au Ciné 7, c'était un de mes premiers souvenirs de cinéma de ma vie, quoi. Si on revient sur le projet du film, je crois que ça a pris 9 ans de l'idée jusqu'à l'aboutissement. Pourquoi ça a pris autant de temps? On aime bien dire que les enfants du film n'étaient pas nés quand on a eu l'idée.
Ça a mis du temps parce qu'en fait, on nous a dit qu'on faisait pas ça en France. On fait pas ça en France. Le cinéma de l'imaginaire, c'est pas pour nous, c'est pour les Américains, les Anglais, les Asiatiques. Voilà. Alors c'est quand même dans notre culture. Je veux dire, Jules Verne, Cocteau. Enfin, c'est quand même notre culture, l'imaginaire. Mais je ne sais pas. Genre. Oui, parce que je sais pas à quel moment on a dit que les Français n'étaient pas capables de faire ça. Et on nous a même dit le scénario est extraordinaire. On l'aurait fait si le réalisateur était coréen. Je veux dire, on nous a sorti des choses comme ça quand on voulait faire le film. Donc ça a mis beaucoup de temps. Ça a mis beaucoup de temps de convaincre qu'on en était capable et surtout que le public français avait envie de voir ça. Quoi. Le goût pour le cinéma, d'où vient-il? On parlait du papa, forcément, Sam Karman. Est-ce que ça vient de là, le goût c'est sûr que de grandir dans une famille qui est quand même liée au cinéma, ça aide. Après, je crois que j'ai envie de faire du cinéma, en tout cas de raconter des histoires depuis tout petit, depuis vraiment, je crois que j'avais 8 ans quand j'ai découvert Hook de Steven Spielberg. Je crois que le film qui m'a donné envie de faire du cinéma parce que c'est incroyable ce film. C'est un truc où on a un pacte entre le réalisateur et les spectateurs. Genre, vous savez que les décors c'est du carton-pâte, vous savez que tout ce que vous voyez est faux, mais on va y croire ensemble. Et c'est vraiment ce que j'ai adoré dans ce film et ce qui, pour moi, la définition du cinéma que j'aime. Alors, après, avoir des parents dans le cinéma, ce qui est formidable, c'est que quand vous leur dites que vous voulez en faire, ils vous regardent pas trop bizarre. Et puis quand vous leur annoncez des bonnes nouvelles, ils savent de quoi vous parlez, quoi. Voilà, ça c'est le bel intérêt. Une dernière chose sur l'objectif, on précise que le film a reçu déjà 3 distinctions, 3 prix du public au Festival d'automne de Gardanne, mon premier festival et aussi au Festival de Bride-les-Bains. L'objectif maintenant pour le film, il va sortir là, mercredi, en salle. L'objectif, c'est que le maximum de personnes en profitent. C'est-à-dire qu'on est hyper content. On a un accueil pour l'instant public en festival qui est formidable. On a un accueil presse qui est très bon. Maintenant, il faut que... C'est toujours ce qui est compliqué avec ce genre de film, c'est qu'il n'y a pas de star. Et c'est ce qu'on nous a dit pendant tout le financement du film. Il n'y a pas de star pour aller à la télévision, pour en parler du film, pour emmener des familles au cinéma. Donc en fait, c'est de prendre le pari que l'histoire, le genre, ce qu'on en dit, suffisent à attiser la curiosité et que les gens se déplacent même sans connaître personne à l'affiche. Voilà. Avant-première de La dernière vie de Simon ce soir au Ciné 7 à Elancourt, c'est à 20h30. Est-ce qu'il reste des places? Oui, il en reste. Et c'est réalisé par vous, Léo Karman. Merci d'être passé en plateau. Et merci aussi à Luc Bocan, directeur du Ciné 7 d'Elancourt. Le sport maintenant avec cet événement dont je vous parlais dans les titres. Ce week-end était dédié au sport féminin, une opération du ministère des Sports et du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour plus de visibilité et d'égalité. Le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines et la Fédération française de cyclisme ont pris part à l'événement samedi. Lancement d'une opération Vivre vélo au féminin. Mélanie Poquier et Marilène Yapichino pour les détails. Une piste 100% féminine pour cette journée dédiée. La ministre des Sports était même au rendez-vous pour promouvoir la pratique des femmes, que ce soit en compétition ou en loisir. Objectif principal, prendre du plaisir. Arriver à parler plus de progrès, plus de plaisir que de sacrifice au nom de la performance, c'est notre objectif au ministère des Sports. Aujourd'hui, c'est important de dire qu'aussi bien la performance des femmes que celle des hommes mérite d'être plus médiatisée, plus mise à l'antenne. Même moi, quand j'ai débuté, ça a été un peu compliqué. Seuls 10% de ces licenciés sont des femmes, alors la Fédération française de cyclisme s'est saisie de cette opération pour lancer son programme Vivre vélo au féminin. Il faut travailler sur ces points faibles. Ça fait 2 ans et demi qu'on structure vraiment notre plan de féminisation, qu'on commence à pouvoir mettre en place des actions de fond comme celles qu'on présente aujourd'hui. Et j'espère que les fruits de la croissance, on va les trouver dans les prochaines années. Pour cela, la Fédération a mis en place un réseau d'ambassadrices dans toute la France, chargé d'organiser des événements et d'encourager le cyclisme féminin. Je pense que les femmes qui n'ont pas vraiment envie de faire du vélo, peut-être manquent d'encadrement ou de motivation d'être dans un groupe de femmes. Donc voilà, c'est à nous maintenant de mettre en place des choses à travers ce beau projet pour leur donner envie de faire du vélo avec nous dans la vallée de Chevreuse. Toute la journée, les femmes étaient invitées à s'essayer au cyclisme sur piste pour pourquoi pas s'inscrire en club et faire progresser les chiffres féminins. Et pour terminer ce journal, on fait le point sur les résultats sportifs du week-end dans les Yvelines avec Mickaël Elmidoro. Bonsoir. Bonsoir Grégory. Journaliste sport de la rédaction de TV78 du handball. Pour commencer Mickaël avec le championnat honneur régional. Trappes PSG, c'était l'affiche de cette 14e journée du championnat honneur régional ce samedi 1er février. Dans une salle bouillante chauffée par des centaines de supporters, les trappistes entrent dans la partie de la meilleure des façons en prenant le large rapidement. Le score à la pause, 18-8. On rentre avec 10 points parce qu'on a mis beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme. On a réussi à monter les balles, poser notre jeu, des attaques construites, de la patience. On a récité notre meilleur handball cette première mi-temps largement.
Au retour des vestiaires, les trappistes restent devant mais connaissent un passage à vide après la blessure d'un joueur de l'équipe. 15 minutes d'interruption au total. Le PSG tente de revenir après ce fait de jeu mais n'y arrivera finalement pas. Score final 33-25, mais les trappistes dans ce match accrochés. Réaction. Il a été compliqué, c'est vrai, on rencontre une équipe comme du PSG qui est équilibrée, qui est très équilibrée, qui a l'habitude de jouer des matchs difficiles. Ils sont d'ailleurs partis la semaine dernière, ils étaient préparés, ils ont battu l'équipe qui était première ex aequo avec nous. Et du coup c'était un match compliqué à aborder, à préparer, mais on a réussi quand même à rester régulier et concentré dans ce match-là. Au classement, Trappes reste leader avec 2 points d'avance sur Val d'Europe. Prochain match pour les trappistes le samedi 29 février sur le terrain de Montfermeil, 4e du classement. Une victoire permettrait à Trappes d'envisager une 6e montée consécutive en 5 ans. On continue par du football. En football, on jouait dans le championnat de première division de district. Voisin a fait match nul contre Gargenville, 1-1. Le Chesnay s'incline contre Ardricourt, 3-0. Maurepas s'offre un festival offensif contre Sartrouville, 6-1. Match nul entre Aubergenville et Houille, 3-3. Carrière-Grésillon s'offre Bois d'Arcy, 3-0. Enfin, Bailly-Noisy gagne contre Lepec, 5-0. Le championnat est dominé par Maurepas devant Gargenville. On termine par du football, mais cette fois-ci américain. Mickaël. Pas de Super Bowl pour les Templiers, mais un match de championnat de 2e division Casque d'Or. Les élans courtois se sont imposés 23-13 contre les Myrmidons de Savigny-le-Temple. Au classement, ce résultat permet aux Templiers de se replacer à la 3e place de leur poule après 2 matchs disputés et une défaite lors de leur premier match. Merci Mickaël. Plus de résultats à suivre dans un instant, votre émission, le 7-8 Sport. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée sur TV78.